Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur extrêmement connu, dont l'histoire est totalement basée sur une histoire réelle. Mais par contre, attendez, je crois qu'on n'est pas du tout dans la bonne ambiance pour parler de ça, là. Ouais, c'est mieux ça. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va parler du film The Conjuring, les dossiers Warren, sorti en 2013 et réalisé par James Wan. Je sais pas si vous le saviez, mais comme je le disais dans l'intro, ce film il est inspiré de faits réels. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour me pencher sur la vraie histoire, pour voir à quel point elle est proche ou au contraire éloignée du film. Le film dont on va parler aujourd'hui, c'est le premier de la série des films d'horreur Conjuring, et elle relate les affaires du couple Ed et Lorraine Warren. Les deux se présentent comme des parapsychologues, elle en tant que médium et lui en tant que démonologue. Voilà, apparemment c'est un métier, démonologue. Bon. Soit. Les deux, en tant que spécialistes des sciences occultes, ils vont ouvrir en 1952 le New England Society Research, qui est un groupe de recherche sur les fantômes, ainsi que le Warren's Occult Museum, qui rassemble des objets impliqués dans des cas d'occultisme récupérés au cours de leur carrière. Ils vont devenir célèbres dans les années 60 en résolvant des affaires de possession, d'exorcisme et de poltergeist. Et les poltergeists, si vous savez pas, c'est genre quand t'entends des bruits, quand des objets bougent, enfin quand il y a des activités fantomatiques mais que tu vois pas les esprits. Il y a un mot pour ça. Bon. Et donc ils vont écrire des livres sur ces affaires-là qui vont faire leur réputation. Le film en lui-même, il se passe sur l'une de leurs affaires les plus connues, celle de la famille Perron. On est en 1971, Nixon est au pouvoir aux États-Unis et l'affaire des Pentagon Papers va éclater. C'est une affaire qui mettait en lumière l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Vietnam, et le scandale du Watergate va pas tarder à éclater aussi. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une période de crise aux États-Unis, et donc qui dit période de crise dit période de défiance envers le gouvernement et l'ordre établi. Et c'est notamment pour ça qu'on va voir apparaître des mouvements comme les hippies qui remettent en question le mode de vie et les croyances de leurs parents. Bref, la période est propice à croire à des trucs pas conventionnels, et ça se ressent aussi dans le nombre d'affaires paranormales qui vont être mises en lumière à cette époque et l'intérêt que le public va y porter. Et donc en 1971, c'est dans ce climat-là que Roger et Caroline Perron vont acheter une grande maison. C'est le Old Arnold Estate à Harrisville dans le Rhode Island. Dans cette maison, ils veulent s'y installer avec leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Cindy et April, âgés de 13 à 5 ans. La maison est un peu délabrée, mais il y a de la place pour que les enfants puissent grandir et s'épanouir en liberté. Bref, Roger et Caroline, ils vont mettre toutes leurs économies dans cette maison, dans laquelle ils comptent vieillir ensemble. C'est vraiment un projet très long terme pour eux qu'ils viennent d'accomplir. Mais les problèmes vont commencer dès la signature du bail de la maison, puisque en arrivant, toute la petite famille va rejoindre un voisin qui va leur donner les clés. Et au moment de partir, le voisin, il va rien leur dire, sauf une phrase: laissez les lumières allumées la nuit. Donc eux, ils se regardent en mode ok mec, mais ils se disent que bon, c'est le mec qui doit être un peu space vite fait, ou alors c'est parce qu'on est à la campagne, ça doit être pour éloigner les bêtes. Enfin bref, voilà, ils trouvent ça étrange, mais ils y pensent pas trop encore. Ça va rapidement changer. Donc ils s'installent et au début, il n'y a pas grand chose de bizarre. Bon, c'est une vieille bâtisse, donc les portes grincent, le bois craque, etc. Mais enfin bon, c'est une vieille baraque à la campagne, personne n'a vraiment peur de ça. Eux, ils vont avoir l'impression d'entendre des pas à l'étage, des chuchotements dans les murs, de voir des portes se fermer toute seule, mais encore une fois, au début, bon, tu penses pas tout de suite à un fantôme, tu te dis que c'est une coïncidence quelconque. En s'installant, ils vont aussi se rendre compte qu'il y a une cave dont on les a pas informés, mais les anciens propriétaires l'ont condamné sans raison apparente. Puis petit à petit, c'est Caroline, la mère de famille, à qui il va commencer à arriver des trucs bizarres. Elle a une impression que des objets changent de place. Comme je vous disais, au début, elle s'inquiète pas trop, mais ça dure dans le temps, c'est étrange. Elle a beau penser que c'est ses enfants, parce qu'elle en a 5, donc les objets bougent, bon bah les objets bougent, mais au bout d'un moment, c'est trop gros. Ça ne peut pas être le fait de ses filles. Elle va notamment parler du balai qui changeait beaucoup de place, et il arrivait super régulièrement à Caroline de retrouver le balai au milieu de la cuisine, à côté d'un tas de poussière, alors qu'elle avait rangé le balai 5 minutes avant. La nuit, les plus jeunes filles vont souvent aller se réfugier dans la chambre de leur grande sœur en pleurant. C'est Cindy, 8 ans, qui va arriver pour la première fois, en disant qu'il y a une voix qui chuchote en boucle dans sa chambre. Un jour, Cindy et sa sœur, qui partagent la même chambre, vont même débarquer en pleine nuit dans le lit de leur aîné en disant qu'elles n'arrivent pas à dormir car une petite fille en robe de velours vert est au pied de leur lit et pleure en appelant sa maman. Là, c'est chaud. Les enfants comprennent vite qu'il s'agit d'esprits, mais ils vont pas spécialement rapidement en parler à leurs parents parce qu'il y a aussi des apparitions d'esprits qui sont pas forcément méchantes, plutôt bienveillantes même. Par exemple, tous les soirs, elles voient un homme venir leur faire un bisou sur le front pour s'endormir. Elles vont devenir très amies avec lui et ils vont l'appeler Manny.
Imagine ta fille te raconte ça, délire. Elles finiront par raconter plus tard que Manny les regardait jouer dans leur chambre en souriant et qu'elle l'aimait beaucoup. Mais malheureusement pour eux, il y a aussi des esprits plus malveillants. Les filles vont se faire tirer les jambes et les cheveux pendant la nuit par une force invisible et parleront plus tard d'un homme qui les aurait agressées à plusieurs reprises sans donner plus de détails. La seule info qu'on aura là-dessus, c'est Andrea Perron qui des années plus tard va déclarer, je cite, « Disons qu'il y avait un très mauvais esprit masculin dans la maison où il y avait 5 petites filles. » À partir de là, les éléments troublants et angoissants vont commencer à faire partie du quotidien de la famille. Les objets changent de place, les photos se détachent des murs et les jouets vont s'animer tout seuls. Ils commencent à vivre un enfer. Un jour, pendant que les 5 filles font une partie de cache-cache, la plus jeune décide de se cacher dans une malle. Comme elle est petite, elle rentre facilement dedans et elle se dit « Nickel, j'ai trouvé la cachette parfaite. » Sauf que, quand toutes les sœurs ont été trouvées à part elle, elle décide de sortir de sa cachette en grande gagnante. Mais elle va pas y arriver. Elle essaye d'ouvrir la malle comme elle peut, mais vraiment impossible pour elle, alors qu'elle était censée pas être verrouillée, ou il est censé y avoir rien dessus. Elle est bloquée à l'intérieur, malgré qu'elle ait pu rentrer dedans facilement, sans problème. Ça va être ses sœurs qui, alertées par les cris, vont venir la sauver en soulevant le couvercle qui était à nouveau devenu très facile à ouvrir. Bizarre. Ça va être au tour de la mère de se faire tourmenter par un esprit, puisqu'elle va voir une femme en robe grise qui va se pencher au-dessus de son lit le soir et qui va lui hurler de quitter la maison sur le champ. Cet esprit s'est présenté à tous les membres de la famille, mais on sait pas pourquoi. Il va s'attaquer principalement à Caroline. Il semblerait qu'elle la déteste parce que c'est la nouvelle maîtresse de maison. Des objets vont lui être jetés à la figure, elle sent des claques invisibles et des pincements, mais ça va aller beaucoup trop loin, puisqu'un jour, alors que Caroline est assise dans un fauteuil en train de se détendre, elle va sentir une douleur très aiguë dans sa jambe d'un coup, comme si une très grosse aiguille venait de se planter dans sa jambe. Elle va doucement baisser sa tête pour comprendre ce qui lui est arrivé et elle va voir une flaque de sang en train d'imbiber sa robe. Et là, c'est chaud. À ce moment-là, tout le monde commence à en avoir ras-le-bol, la petite famille est totalement à bout et Caroline décide de faire des recherches sur la maison. Faut dire que les voisins leur avaient déjà fait des réflexions sur la maison et leur avaient conseillé de la quitter. Mais eux, ils n'avaient pas vraiment prêté attention parce que bon, qu'est-ce que tu vas prendre au sérieux des trucs de fantômes, tu vois, ils se sont juste dit, bon bah le voisinage aime pas les nouveaux arrivants, ok. Ils auraient peut-être dû. Pas pourquoi je rigole, la suite est horrible. En faisant ses recherches, Caroline, elle va découvrir un truc incroyable. C'est que avant eux, c'est 8 générations de la même famille qui ont habité dans le domaine Arnold. Et beaucoup des membres de la famille avaient des histoires macabres. Un nombre très important de suicides ont eu lieu sur la propriété. L'homme que les petites filles appelaient Manny semble en fait être un homme qui s'est pendu au grenier quelques décennies plus tôt, suite au décès de sa fille de 11 ans qui a été assassinée dans la maison. Sauf que là, tout commence à faire tilt parce qu'ils se disent « Attendez, une jeune fille de 11 ans, ça correspond à la jeune fille qui avait une robe en velours vert dont parlaient les petites filles. » Ils commencent doucement à relier des points de l'histoire. Ils vont même remonter jusqu'à l'esprit qui tourmente la mère, puisque sa description correspond parfaitement à Bathsheba Sherman, qui a épousé Judson Sherman dans les années 1800 et qui est venu vivre au domaine. Tout se rejoint. À l'époque, les villageois l'aimaient pas, parce que la rumeur disait que c'était une sorcière et elle vivait un peu en autarcie. Et elle a eu une histoire super glauque elle aussi. Quelque temps après son arrivée à l'époque, pendant qu'elle gardait le bébé d'un voisin à la maison, l'enfant va être retrouvé mort ou décédé d'une aiguille à tricoter dans le crâne. Ok. Bathsheba sera évidemment accusée du meurtre, mais va être relâchée faute de preuves. Mais vous vous souvenez de la blessure à la jambe de Caroline qui semblait être faite avec une grosse aiguille? Bref, tout commence à se rejoindre. L'histoire de cette ancienne famille qui a habité là ressemble beaucoup trop à ce qu'arrive à cette famille-là aujourd'hui. Bref, la légende veut que Bathsheba ait passé le reste de sa vie cloîtrée à la maison avant de se pendre à un arbre du jardin. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que des recherches plus modernes ont montré qu'en fait elle serait morte d'une crise cardiaque. En tout cas, c'était dans les années 1880 et elle sera enterrée dans un cimetière proche de la maison. Face à toutes ces découvertes, la famille commence sérieusement à paniquer et ils recherchent partout comment déménager, comment partir d'ici, mais ils peuvent pas. Parce qu'ils ont dépensé tout leur argent dans cet achat. Et la rumeur des événements paranormaux dans la maison est déjà en train de partir, qui fait que plus personne veut la racheter, cette baraque. Elle baisse de valeur de jour en jour, c'est la cata. Et du coup, la famille va se retrouver prisonnière de cette maison, impossible de déménager, et ils vont devoir y rester plusieurs années. C'est un ami de la famille qui va finir par contacter le couple Warren, dont je vous parlais au début. Ils vont vite s'empresser de venir visiter la maison, et ils vont constater la présence des esprits. Contrairement à ce qui est montré dans le film Conjuring, dans la réalité, les Warren sont pas restés très longtemps
présents dans la maison. Après plusieurs passages pour chercher les esprits et tenter de communiquer avec eux, ils ont décidé d'organiser une séance de spiritisme avec la famille. Dès le début de la séance, c'est un merdier. On entend des bruits de pas à l'étage, des chuchotements partout et les lumières clignotent. Le père, il est totalement effrayé, il demande à ses filles de se réfugier en leur chambre, ce que vont faire les plus petites, mais les deux aînés restent et observent secrètement la séance. Et là, c'est le moment le plus badant de toute l'histoire. La mère de famille, Caroline, tout d'un coup, va se mettre à changer et elle va parler dans une langue qui n'existe pas. Avec une voix qui n'est pas la sienne, elle semble totalement possédée et sa chaise va léviter. Et c'est à ce moment-là que dans le film, les Warren vont débarrasser la maison des esprits, mais dans la vraie vie, c'est le père de famille, Roger, qui a interrompu la séance et foutu les Warren dehors, et il a totalement refusé qu'ils continuent leurs investigations parce qu'il craignait trop pour la santé physique et mentale de sa femme. Les événements sont donc poursuivis comme ça jusque dans les années 1980, presque 10 ans après leur emménagement où les Perron pourront enfin déménager en Géorgie. Ensuite, bon, la maison, elle existe vraiment dans la vraie vie, hein, elle a été rachetée par une autre famille qui, eux, disent qu'ils ont jamais rien vu de paranormal dans la maison. Mais ça, c'est pour une raison simple, hein, c'est parce qu'ils n'étaient pas abonnés à la chaîne Hardisk, une vidéo par semaine qui vous raconte des petites histoires comme ça, très intéressantes. Abonnez-vous, on est bientôt 300 000 abonnés. Pardon, voilà, il fallait que je le place quelque part. Bon, vous me comprenez. Par contre, ils ont été victimes des touristes qui se baladent devant tous les jours, qui essayent de rentrer, qui tapent à la porte de jour comme de nuit. C'était vraiment comme les ados qui attendent devant Webedia pour essayer de voir Michou. C'est le même truc. D'ailleurs, à la sortie du film, c'est devenu tellement un merdier que le couple qui avait racheté la maison, fait marrant, ils ont porté plainte contre Warner Bros, qui est le distributeur du film. Mais l'histoire s'arrête pas là, puisqu'en 2019, la maison va être rachetée par un autre couple qui, eux, semblent très intéressés par son histoire. Ils ont raconté qu'au début, ils ont vécu dans une toute petite partie de la maison pour pas déranger les esprits, et qu'au bout de quelques mois, ils ont ouvert la porte et ils auraient vu la silhouette d'un homme en noir, ce qui les aurait ravis. Écoutez, chacun son délire. Quant à la famille Perron, après ça, ils ont eu une vie tranquille. Il y a une des filles plus tard qui va écrire un livre sur leur expérience qui s'appelle House of Darkness, House of Light, la maison de l'obscurité et la maison de la lumière. Et avec le couple Warren, ils ont été consultants sur les films The Conjuring, qu'ils ont décrits comme étant très réussis, même si beaucoup moins effrayants que ce que eux ont vécu. D'ailleurs, il semblerait qu'ils aient porté la poisse, parce que plusieurs événements assez étranges se sont passés pendant le tournage, avec plein de témoins. Un incendie d'origine totalement inconnue s'est déclenché dans un des hôtels où dormaient les équipes, qui les ont forcés à évacuer les lieux en urgence. Et le jour où la famille Perron est arrivée sur l'un des lieux de tournage où ils avaient été invités, toute l'équipe est d'accord pour dire qu'il s'est passé des bails. Tout le monde a ressenti le même vent très fort qui s'est mis d'un coup à souffler alors que les arbres restaient immobiles, c'était une scène en extérieur. Au même moment, Caroline Perron, la mère de famille, qui elle n'a pas voulu se rendre sur le plateau de tournage, et bah exactement à la même heure, elle dit avoir ressenti une présence maléfique et elle a fait un malaise qui l'a conduite à être transportée à l'hôpital. Ça fait beaucoup, hein. Les Warren, malgré leur notoriété en tant qu'enquêteurs du paranormal, beaucoup de personnes doutent de leur bonne foi évidemment, en disant que leurs recherches n'ont rien de scientifique, et en s'interrogeant sur le fait que toutes les familles avec qui ils ont été en contact ont toutes en commun d'avoir eu des problèmes d'argent. Bref, que vous y croyez ou non, que ce soit bullshit ou pas, les Warren y restent à ce jour les chasseurs de fantômes les plus connus au monde. Ils ont mis en lumière des affaires qui ont été reprises dans plein de films d'horreur, comme la poupée Annabelle, très connue aussi, qui est toujours exposée dans leur musée à Monroe, dans le Connecticut. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que, comme moi, vous êtes quelqu'un de très sceptique et très scientifique, et donc vous avez beaucoup de mal avec les affaires de paranormal, ou est-ce que vous y croyez? Vous avez le droit. Dites-moi en commentaire. En tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est des histoires qui sont marrantes à raconter, et j'espère que la vraie histoire des films The Conjuring vous a plu. Je vous dis à la prochaine, ciao, et dormez bien ce soir.